Merci, Monsieur le bâtonnier. Sans tarder, justement, Monsieur le bâtonnier, l'objectif du Conseil de l'ordre et de l'Union internationale des avocats, justement, à travers cet événement, c'est d'essayer d'instaurer un espace de rencontre et de concertation entre justement les opérateurs économiques et les avocats pour débattre de la thématique de la sécurité judiciaire et juridique. Justement, pour cela, le deuxième intervenant, c'est l'avocat acteur économique, le professeur Ben Cheneb Ali, professeur de droit, ancien recteur de l'Académie d'Orléans-Tours, qui va nous parler justement du rôle de l'avocat sur le plan économique. Merci, monsieur. Alors, je sais bien que le temps nous est compté, mais je vais prendre quelques instants pour d'abord exprimer mes remerciements au bâtonnier Cellini qui a pensé à m'inviter, sans que je ne sache si cette invitation répond à de la considération ou à de l'affection, voire aux deux. Je voudrais également remercier l'ensemble des organisateurs, les organisateurs apparents, les organisateurs cachés, parce que je sais que c'est toujours très difficile d'organiser une manifestation, et peut-être, faut-il le dire, encore plus difficile à Alger. Je voudrais également vous dire que c'est un plaisir non fin, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous pendant ces 2 jours. Un plaisir d'autant plus grand parce que ça me permet d'évoquer la mémoire de Hassani Saad, qui a été l'exemple même de l'universitaire et de l'avocat en même temps. Il nous manque, il me manque beaucoup. C'est aussi un plaisir de revoir des visages connus, avec parfois une difficulté à reconnaître les visages, mais enfin, le temps passe aussi. Et puis, pour finir avec ces liminaires, je voudrais très solennellement vous dire, et pour certains le redire, ma fierté d'avoir appartenu au barreau d'Alger. Cela étant, traiter de l'avocat en tant qu'acteur économique fait lien avec le sujet central de ce séminaire, avec l'avocat considéré comme vecteur du développement économique et par conséquent du développement des investissements. Mais pour autant, ce sujet se heurte au fait que l'avocat est considéré beaucoup plus comme un auxiliaire de justice, selon d'ailleurs la qualification qui est retenue par l'article 5, par exemple, de la législation régissant les avocats en Algérie et ses homologues. Quand on consulte ce texte, donc l'article 5 de la loi, et même des textes qui l'ont précédé, on s'aperçoit que l'avocat est en effet un auxiliaire de justice, puisqu'il assure la représentation, l'assistance et la défense des parties. Il est vrai que cette disposition comporte une deuxième phrase ou un second alinéa qui indique que l'avocat assure le conseil et fait des consultations. Mais remarquez bien qu'il y a une subsidiarité qui est organisée dans le discours du législateur, et cette subsidiarité, elle est d'autant plus nette à mettre en évidence qu'il est question de il est question du conseil et de la consultation, je cite, aux parties, c'est-à-dire aux justiciables. Et c'est-à-dire que, juridiquement parlant, la fonction de conseil est envisagée comme étant un accessoire
de la représentation et de la défense des avocats. Notez au passage, et j'anticipe à peine un peu sur la communication qui suivra, notez au passage que cette approche de la loi algérienne et de ses homologues, elle est quelque peu en décalage avec la vision nouvelle que l'on donne de la profession d'avocat, telle qu'elle est illustrée par le préambule des principes essentiels de la profession d'avocat, puisque ce préambule dit ceci. L'avocat consulte, l'avocat concilie, l'avocat défend. La défense vient en troisième instance dans la déclaration résultant de, j'allais dire, des accords de Porto, du consensus de Porto, puisque ce sont des principes communs à l'ensemble des avocats. Alors dire que l'avocat est un acteur économique relève de la banalité. Pourquoi? Parce que l'avocat, c'est d'abord un contribuable. Et comme chacun sait, tous les avocats sont d'excellents contribuables. C'est même, dans la législation algérienne, au moins, devenu, je vois que ça en fait rire certains, mais pourquoi pas, quand je dis que c'est d'excellents contribuables. Mais, abstraction faite, si j'ose dire, de ce que l'avocat est un contribuable, on en fait même dans la législation algérienne depuis peu, et heureusement, un collecteur d'impôts, puisque la taxe d'avocat, désormais, est prélevée, pour partie en tout cas, au bénéfice du Trésor. Mais j'imagine que le bâtonnier ne m'a pas invité pour que je vous parle de l'avocat contribuable, et donc essayons d'aller un peu plus loin. Si on veut aller un peu plus loin, il faut se pencher sur cette notion d'acteur économique. Or, si l'on envisage de définir ce qu'est un acteur économique, on peut aborder la notion, me semble-t-il, sous deux angles. Ou bien on considère que l'acteur économique, c'est quelqu'un qui prend des décisions. Ou bien, les définitions ne sont pas contradictoires, antinomiques, ou bien l'on considère que l'acteur économique, c'est une personne qui va participer au jeu de l'économie, au fonctionnement global de l'économie, d'ailleurs que cette économie soit familiale, qu'elle soit tribale, qu'elle soit régionale, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit internationale. Mon propos, c'est très rapidement de vous montrer que, quelle que soit la définition que l'on prend de l'acteur économique, il est évident que l'avocat est un acteur économique. Il prend des décisions économiques. C'est tellement évident que je vais me limiter à trois exemples qui vont vous paraître d'une banalité effarante. Mais on est un peu dans la situation de Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. L'avocat prend une décision économique, premier exemple en effet, quand il décide d'assurer la défense d'un justiciable, compte tenu de ce que cette décision a des répercussions sur son chiffre d'affaires, sur la fiscalité éventuellement applicable et éventuellement également sur le recrutement de collaborateurs, voire de la ressource humaine nécessaire au fonctionnement de son cabinet. Deuxième exemple, la question de savoir, qui a été abordée par le bâtonnier il y a un instant, la question de savoir si l'avocat exerce seul, ou s'il exerce en groupe, ou s'il exerce en société, et dans cette hypothèse, s'il exerce comme associé, comme collaborateur, voire même comme salarié, cette question, globalement envisagée, est une question incontestablement d'ordre économique. Enfin, dernier exemple, d'une banalité effarante. La question de la décision d'acquérir des équipements, la décision d'acquérir une documentation, un logiciel, la question de changer d'installation. Voilà des questions qui montrent que, peu ou prou, l'avocat est un acteur économique. Le plus intéressant, c'est de montrer, mais je le ferai d'une autre manière que le bâtonnier Boudiaf, de montrer que
l'avocat est un acteur parce qu'il s'inscrit dans le jeu de l'économie. En sorte que il y a de nouvelles perspectives qui se déploient et les perspectives nouvelles vont conduire inévitablement à tirer, j'ose pas dire des enseignements, hein, mais à tirer quelques conséquences en termes Pour le faire, je voudrais d'abord commencer par faire deux mises au point, par vous donner deux précisions. La première précision, c'est que dans l'activité de conseil, l'avocat n'exerce pas à titre monopolistique. Il n'est pas le seul, hein, contrairement à l'avocat qui assure la défense du justiciable, il n'est pas le seul à donner conseil. Et à partir du moment où il n'est plus en situation de monopole, voilà une raison supplémentaire qui doit convoquer sa compétence, sa diligence et, j'ose pas parler des sanctions et des risques qui sont celles auxquelles il trouve à s'exposer. Vous savez que les professeurs d'université, classiquement, donnent des conseils, des consultations. Vous savez mieux que moi qu'il existe un décret de 1972, mai 1972, qui permet d'exercer l'activité de conseil juridique en Algérie, ce qui permet à un certain nombre de personnes de s'abriter derrière ce texte pour ne répondre à aucun ordre, à aucune discipline et parfois même à aucune déontologie. Et la question se pose de savoir s'il ne faut pas expressément abroger ce texte. Vous savez également que les experts comptables, mais ce n'est pas un problème spécifique à l'Algérie, hein, c'est un problème, par exemple, en France et en Suisse, hein, qui est extrêmement chahuté, débattu. Les experts comptables font, dans le cadre des prérogatives qui seraient les leurs, font dans le Conseil. En examinant d'ailleurs la législation algérienne, j'observe qu'elle est relative à la fonction, voilà, aux fonctions d'expert comptable, j'observe qu'elle est plus sympathique pour les avocats conseils que ne l'est par exemple la législation française. Puisque aussi bien les experts comptables ne peuvent que donner que des informations. Je dis bien des informations. C'est un concept sur lequel je reviendrai tout à l'heure, si j'en ai le temps. Des informations d'ordre financier et d'ordre social, ce qui les confine, ramenés au droit, à telle ou telle matière juridique. Et si l'on pense que les experts comptables sont aussi commissaires aux comptes, alors, il faut être très clair, les commissaires aux comptes ne peuvent légalement donner un avis que sur ce que mon ami le professeur Delbecq appellerait les conventions réglementées au titre de l'article 788 du Code de commerce algérien. Pas plus. Pas plus. Voilà pour la première précision qui montre quand même que les avocats n'exercent pas à titre monopolistique. Deuxième précision, comparé à l'avocat qui exerce une mission de défense des libertés, du justiciable, etc., ce qui est de la plus grande noblesse qui soit. L'obligation de conseil dans le cadre, par exemple, du conseil pour la mise au point d'un investissement, hein, pour rebondir sur ce qui a été dit, cette obligation de conseil n'est plus l'accessoire, mais devient la fonction principale, l'objet de l'obligation, diraient les mauvais civilistes, l'objet de l'obligation de l'avocat conseil. Et à partir de quoi, il faut bien voir
que l'on n'est plus dans le cadre d'un contrat de mandat, mais que l'on s'inscrit dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Un contrat d'entreprise qui se caractérise par une obligation de faire, comme disait Gaston. Mais l'obligation de faire, elle induit des obligations de ne pas faire. Quand on prend en considération le fait que l'objet de l'obligation principale, c'est une obligation de conseil qui s'inscrit dans le cadre d'un contrat d'entreprise, on peut se poser la question de savoir si l'obligation de l'avocat conseil, par exemple sur le terrain du montage d'un investissement, est une obligation de moyens ou une obligation de moyens renforcée quand ce ne serait pas pour certaines prestations une obligation de résultat. Je sais, par un mystère étrange, parce que je partage ce que vous avez dit à propos de la jurisprudence algérienne, puisque moi j'ai eu l'audace et même l'humour de dire que c'était une norme potentielle, la jurisprudence. J'ai eu l'occasion de voir un arrêt de la Cour suprême qui inflige aux notaires, s'agissant de la mise au point des actes, d'ailleurs à l'image de ce qui existe dans les jurisprudences européennes et notamment françaises, une obligation de résultat liée à l'efficacité dans ces effets de l'acte et fondée, j'y reviendrai, mais c'est un mot aussi qui a été utilisé par Maître Boudiaf tout à l'heure, sur la compétence, autrement dit, sur la professionnalité, le fait, non pas qu'il exerce une profession, mais qu'il est un professionnel, raison pour laquelle il est admis en tant qu'avocat ou en tant que notaire dans l'exemple que je vous ai dit. Et donc il faudrait se méfier des conséquences qui sont celles de l'obligation de moyens renforcés ou de l'obligation de résultat. Je n'entre pas dans le détail. Si j'en viens après ces précisions qui ne me paraissent pas inutiles aux interventions concevables, l'avocat conseil intervient essentiellement pour donner un outil, offrir un outil à la prise de décision au niveau d'une entreprise ou d'une administration, en éclairant les décisionnaires, comme disait un ancien président de la République algérienne, par un avis juridique éclairé, qu'il s'agisse de négocier un contrat, qu'il s'agisse du montage d'un investissement, qu'il s'agisse de la résiliation ou de l'hypothèse de la résiliation d'un contrat, qu'il s'agisse de la mise en jeu de la responsabilité, je ne sais pas moi, d'un fournisseur ou d'un distributeur quelconque. Je ne vais pas multiplier les exemples. Mais parfois, je dois dire plus rarement, d'après mon vécu, parfois, l'avocat conseil, par l'avis qu'il donne, joue le rôle d'un, je n'ai pas trouvé de meilleure expression, mais d'un parapluie. Je n'ai pas osé utiliser l'expression de paravent, ça aurait été vous faire injure, mesdames et messieurs, mais d'un parapluie pour une décision qui a été quasiment prise, mais qui n'a pas encore été formalisée. Et ça arrive, c'est mon vécu qui me conduit à vous dire cela, ça arrive quand la décision économique a une portée politique, voire même quand la décision prétendument économique peut avoir une portée diplomatique. C'est plus rare que l'activité traditionnelle, si j'ose dire traditionnelle, d'avocat conseil. Or, ces prestations que l'avocat effectue constituent incontestablement des éléments de valeur économique. Ce sont des éléments de valeur économique et je vais vous le montrer à travers deux exemples. Une série d'exemples négatifs et puis une plus positive, puisque le vendredi après-midi, il faut être plus optimiste. Parfois, il arrive, et pas seulement dans les pays dits en développement, c'est-à-dire en voie de sous-développement, pour être moins impudique,
Parfois, il arrive que l'avocat ne soit pas consulté, y compris sur une opération de montage d'investissement. Ou pire encore, il arrive qu'un avocat soit consulté, mais n'ayant pas les compétences requises, il va induire en erreur le bénéficiaire, enfin son client, hein, ce n'est pas un bénéficiaire, son client, de sorte que sa non-sollicitation ou la sollicitation d'un non-spécialiste ou d'un non-professionnel va avoir des effets de moins-value, incontestablement, sur l'entreprise. Je vous en donne un exemple très simple que j'ai vécu le mois dernier. Une convention d'arbitrage dans une clause compromissoire, dans un contrat international, au premier regard, sauf à être aveugle, je vois qu'elle est nulle, cette convention d'arbitrage. Ou bien un avocat conseil n'a pas été consulté, ou bien on a consulté un incompétent en matière d'arbitrage. Et, pardon de le dire, mais il y a beaucoup de personnes qui se présentent spécialistes 2 ou spécialistes 2 et qui n'ont pas la présence d'esprit d'aller au moins consulter la littérature du juridique de base. Mais cette convention d'arbitrage nul, c'est quoi? C'est peut-être d'abord un contentieux arbitral qui n'ira pas très loin, tellement la clause est nulle, mais au premier regard, mais ça fait des frais, donc aspect négatif pour l'entreprise. Et puis, ça va développer un contentieux judiciaire international, et pour qui connaît les délices de ce que l'on appelle les conflits de juridiction, pour qui connaît les délices de la litispendance internationale hors contexte construction d'une unité juridique régionale comme celle de l'Union européenne, bonjour les dégâts en termes de coûts, de frais, de découragement, voire de dépression, sans évoquer la question de l'efficacité à ce stade des jugements, qui est une autre paire de manches. Exemple plus positif, parfois l'avocat est consulté dans les sphères de sa compétence, sa prestation donne alors incontestablement une plus-value à l'entreprise ou à l'administration qui le sollicite, dès lors que cette prestation met en évidence les faiblesses d'un dossier, les risques juridiques, peut-être même les risques judiciaires. Alors de tout ceci, il faut tirer quelques conséquences quand même. S'il est bien vrai que l'avocat conseil est un agent économique, alors il faut faire au minimum un certain nombre, et je me limiterai à 3 séries d'observations. D'abord, je voudrais évoquer la question du positionnement de l'avocat au regard de ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des différends, les MARD. Je l'évoque parce qu'on voit bien à travers le risque contentieux, oui, je vais accélérer, donnez-moi 2 minutes, on voit bien à travers cette situation que l'avocat est plus dans un rôle de conseil que dans un rôle d'auxiliaire de justice et des parties dans une représentation devant les juridictions. D'abord, c'est une banalité de le dire, mais depuis la nuit des temps, le contrat de transaction existe. Il a son siège, d'ailleurs, dans le Code civil algérien, 454 et suivant. Et le contrat de transaction, c'est quoi? C'est un outil économique qui ne traduit que rien d'autre que l'adage « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès », qui est un adage qui relie la sagesse des conseils à la prudence qui est celle des hommes d'affaires. Il faut bien voir d'ailleurs que la transaction nous conduit à évoquer d'un mot la médiation. Je sais bien qu'en Algérie... Pardon, professeur.
Pardon, professeur, avec tout le respect. Donnez-moi une minute. D'accord, pas de problème. Merci. Merci. Je sais bien qu'en Algérie, les avocats ont été contre la médiation judiciaire, mise en place par le Code de procédure civile, et ils ont eu 1000 fois raison de le faire. Mais la question qui se pose, c'est de savoir s'il ne faut pas développer la médiation conventionnelle pouvant trouver un appui soit dans des clauses appropriées d'un contrat, soit dans le cadre de la mise au point d'un règlement de médiation spécifique à l'ordre des avocats. J'ai vérifié, bien évidemment, avant de vous dire ceci, s'il y avait un obstacle légal dans les compétences dévolues aux ordres professionnels. Je ne le trouve pas. Et donc, je pense qu'une des conséquences serait de réfléchir à la mise au point de règlements de médiation, d'ailleurs pour l'international comme pour le national. Sur le périmètre d'activité, j'ai vraiment fini. Sur le périmètre d'activité, la question se pose, mais je ne vais pas reprendre ce qu'a dit excellemment Maître Boudiaf, la question se pose de savoir si on peut exercer cette fonction de manière isolée. Je confirme tout à fait son propos. Et puis, il y a des perspectives en devenir qui tiennent au développement de l'audit juridique, je n'ai pas le temps de développer ce point, qui tiennent pour les grandes entités au développement de ce qu'on appelle en mauvais français la compliance, qui fait d'ailleurs des entreprises beaucoup plus des auteurs de droit que des sujets de droit. Et donc, tout ceci conduit à s'interroger, vous attendez bien cela de ma part, à s'interroger sur la pertinence des appareils de formation, qu'il s'agisse de la formation initiale ou de la formation professionnelle, initiale comme continue. Si l'avocat conseil est bien un acteur économique, alors, je vous le dis comme je le pense, il est plus que cela, il est un acteur de la société, il est dans une mission citoyenne. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur. Il a oublié, sauf que le professeur Benchir Bali est avocat inscrit au barreau d'Alger. Il a omis de le dire. Et merci, professeur.